À vous. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. On va commencer par les fameuses ZFE, les zones à faible émission. Écoutez Yann Boucard, député Les Républicains du territoire de Belfort, qui s'est félicité de la suppression des ZFE à l'Assemblée nationale. On crie victoire parce qu'on était opposé au principe des zones à faible émission. Aujourd'hui, dans ce projet de loi simplification, contrairement à tout ce qui a été raconté, elles sont supprimées grâce à un amendement du groupe de la droite républicaine. Évidemment, le principe de la pollution de l'air est un vrai problème de santé publique en France, mais on n'y répondra pas en excluant les plus précaires de nos grandes métropoles. Le Conseil constitutionnel prendra ses responsabilités s'il estime devoir avoir à le faire. Mais nous, en tant que législateurs, aujourd'hui, on a pris nos responsabilités. Je pense que cette victoire, aujourd'hui, c'est une victoire du bon sens. Aminata Niakaté, c'est une victoire du bon sens, cette suppression? Pas pour vous, hein. Les zones à faible émission, elles avaient une vertu et un défaut tel qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Alors la vertu? La vertu, c'est que ça permettait de lutter contre la pollution de l'air. Et on le sait, en France, il y a des milliers de morts chaque année liées à la pollution de l'air. Mais il y avait des réels impacts. La ZFE que nous, on défendait, c'était une ZFE socialement juste. Et la ZFE telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle ne fonctionnait pas comme cela. Et d'ailleurs, je crois que les écologistes à l'Assemblée nationale n'ont pas voté l'amendement rattrapage, sauvetage du gouvernement qui permettait à la carte aux collectivités de les rétablir. Et donc il faut il faut penser une ZFE qui soit juste socialement. Et comment on fait ça? On accompagne ceux qui n'ont pas les moyens à renouveler leur véhicule, et tout le monde ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et puis finalement, les écologistes, nous, ce qu'on prône, c'est pas tant l'usage à outrance du véhicule individuel. Évidemment, il y a des situations où on ne peut pas s'en passer, mais c'est de créer des mobilités alternatives dans les territoires qui sont mal desservis. Alors ça paraît très vertueux de créer des alternatives, créer effectivement ou d'aider des Français à passer à une autre type d'énergie ou de se passer de la voiture, certes, mais avec quel argent? En tout cas, la France, je pense, elle peut décider de prioriser la santé des Français. Donc la France est un pays qui a des difficultés économiques, certes, mais qui reste, en comparaison des autres pays de la planète, un pays qui peut faire des choix et mettre en avant la santé des Françaises et des Français. Et ce sera le cas avec les ZFE? Les ZFE, ce qui ne fonctionnait pas, c'est que ça pénalisait des familles qui ne pouvaient pas se permettre, en tout cas, de se passer de leur voiture ou de changer de véhicule. Donc cette ZFE-là ne fonctionnait pas. En revanche, une ZFE où on pense les revenus des usagers, les revenus des familles les plus modestes qui ne peuvent pas se passer de la voiture ou qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, c'est une ZFE socialement juste qui permet d'atteindre des objectifs de baisse de la pollution de l'air et donc de santé publique, tout en tenant compte des difficultés des familles les plus modestes. Alors on a compris effectivement ce que vous défendez, mais sincèrement, mettre quelques ZFE dans des centres-villes, des grosses métropoles, est-ce que ça a un réel impact sur la qualité de l'air, puisque vous mettiez en avant la santé? Est-ce que ça a été calculé? Est-ce qu'on le sait? Moi, je suis élue à Paris et c'est mécanique. Moi, on prend ces voitures les plus polluantes et donc ça a un impact direct, ça fait baisser les émissions, ça fait baisser la pollution de l'air, et l'impact sur la vie, la santé des Français est aussi démontré et n'est pas contesté. Même l'orateur tout à l'heure en convenait, donc ça a un réel impact. Après, est-ce que ça ne déplace pas la pollution sur des quartiers qui vont être beaucoup plus justement embouteillés? Après, il faut une vision nationale. C'est pour ça que l'amendement proposé par le gouvernement n'allait pas, puisque ça permettait au choix de la collectivité, au gré d'une échéance électorale, de changer de politique. Et je pense que la santé des Françaises et des Français ne doit pas dépendre de ça. Il faut penser au niveau national cette politique avec une cohérence nationale et pas laisser d'un territoire à l'autre les collectivités décider selon la majorité qui la gouverne de si oui ou non elles sont nécessaires ou pas. Alors, est-ce que vous savez que pour l'instant, cette suppression des zones à faible émission pourrait ne pas survivre au contrôle du Conseil constitutionnel? Oui, c'est voilà, exactement. Cavalier législatif, et donc oui, il y a des chances. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a des chances que le Conseil constitutionnel considère que c'est un cavalier législatif. Voilà, il s'agissait à la base d'une loi de simplification de l'économie, et donc cette mesure est arrivée un peu comme ça, en CMP, je crois, il me semble, en commission mixte paritaire. Donc il y a des chances que ça prospère, et il
me semble que les élus écologistes, sur ce fondement, ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Donc on va attendre Vous allez attendre la décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà, pour l'instant vous attendez encore avant de crier victoire ou non. Mais quand même, j'aimerais revenir sur cette mesure parce que je la trouve éminemment symbolique finalement de la division des Français et de la France, entre les Français qui vivent dans les villes, qui peuvent se passer de voitures ou qui ont d'autres solutions peut-être, et puis des Français qui, eux, ne peuvent pas s'en passer, qui sont une France beaucoup plus rurale. Et ça, je l'entends. Et évidemment, on comprend que ces Français-là ne puissent pas se passer de la voiture. Et donc, c'est effectivement extrêmement pénalisant d'avoir une espèce de règle qui s'impose sans tenir compte des réalités, des territoires, des situations sociales des Françaises et des Français. Et c'est ce que j'essaie de vous dire sur cette ZFE socialement juste. Mais justement, est-ce que la solution, c'est vraiment pour améliorer la santé des Français et éviter la pollution, ce qu'on peut tous comprendre, est-ce que la solution, c'est une ZFE? Après, il y a plusieurs solutions, mais en tout cas, est-ce que on a vocation à négliger la santé de ces Français parce qu'ils n'ont pas la chance d'être sur un territoire. Beaucoup de Français y sont opposés quand même. Métropolitain. Et les Français y sont opposés à cause de cette pénalité finalement, de ce que ça leur coûte et puis de l'absence d'alternative en termes de mobilité. Et les écologistes, on comprend ces Français-là qui sont opposés parce qu'ils ne voient que le fait que ça les pénalise. Après, il y a un réel enjeu de santé publique qu'il ne faut pas négliger. Et c'est vrai que c'est un peu la pollution de l'air, c'est un peu une meurtrière invisible. Et il faut pas. Et c'est la responsabilité des dirigeants, de l'État, voire des collectivités, d'avoir à cœur, en tout cas, la préservation de la santé des Françaises et des Français. Et de trouver des alternatives. Venons-en au carburant, justement. Là. Sincèrement, comment faire pour aider les Français? Vous avez vu évidemment les propositions hier du gouvernement de plafonner les marges des distributeurs. Il y a eu un non franc et direct de la part de ces mêmes distributeurs qui ont dit que c'était une mesure totalement contre-productive. Vous, qu'en pensez-vous sur ce débat? Qu'est-ce que vous proposez pour aider les Français? Je pense qu'en tout cas, ce qui serait contre-productif, c'est de faire peser seulement sur les Français les conséquences, en tout cas, de l'inflation. Je pense que les premières mesures annoncées par le gouvernement vont plutôt dans le bon sens pour sortir de la crise de l'énergie. C'est-à-dire des aides ciblées? Des aides ciblées, on en avait déjà donné. Et oui, ça soulage les portefeuilles. Mais c'est vrai que c'est pas une vision de long terme sur cet enjeu, parce que le contexte géopolitique, je ne sais pas s'il va s'améliorer, mais pour l'instant, il n'est pas de bon augure, et le gaz et les énergies fossiles vont continuer à coûter de plus en plus cher. Et ce que prônent les écologistes, c'est une stratégie pour sortir, de construire une stratégie pour sortir de la dépendance des énergies fossiles. Donc il y a eu des propositions sur l'électrification des usages qui vont dans le bon sens, ou sur dans la construction du neuf, d'arrêter de mettre des chaudières à gaz dans les nouvelles constructions. C'est des choses qui vont dans le bon sens. Ensuite, moi je regrette que le gouvernement n'ait pas évoqué la question des énergies renouvelables qui font partie de la solution. Et d'ailleurs, les scénarios de souveraineté énergétique de la France de RTE indiquent que cette souveraineté, elle ne peut pas être atteinte sans miser sur au moins en partie, en tout cas, sur le renouvelable. Et puis, il faudrait aussi penser une stratégie de sobriété, d'économie d'énergie, investir sur la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est aussi là où ça coûte cher pour les foyers. Alors, Aminata Niakaté, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire. Je vais revenir un instant sur le plafonnement des marges des distributeurs, avant de revenir sur ce que vous venez de nous dire. Écoutez Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, qui a estimé qu'encadrer les marges, ce serait contre-productif. Il était sur BFM TV ce matin. On a réagi parce qu'on sait que ça va être contre-productif s'il est mis en œuvre. Alors ce matin, je vais vous dire... Est-ce que vous avez réagi aussi parce que finalement il y avait peut-être de l'argent à perdre? Mais non, je relativise. Déjà, j'ai entendu la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dire que rien n'est décidé et que rien n'est fait. Moi, je prends le pari que il ne sortira pas ce décret. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser croire aux Français que ça changerait quelque chose. C'est une usine à gaz qui ne changerait pas le quotidien des Français. Donc il ne faut pas laisser croire ça. Et je veux dire, ce serait contre-productif pour le gouvernement aussi. Au bout du compte, ça changerait rien sur une activité où on ne gagne rien.
Aminata Niakhaté, vous avez dit à propos des prix des carburants, il fallait arrêter de faire tout peser sur les Français. Donc l'idée de ce gouvernement d'aller voir un peu du côté des marges distributeurs, vous n'y étiez pas défavorable. Je trouve que c'est intéressant et c'est aussi quelque chose qu'on prônait lors de la crise des agriculteurs, c'est que qu'on regarde en tout cas sur ces marges et qui écrasaient d'ailleurs les agriculteurs et qui peut-être aujourd'hui écrasent en tout cas les Français. Je pense qu'en tout cas il faut y regarder. Et s'il y a des ajustements à faire à ce niveau-là, il faut les faire. La valeur ajoutée créée, en tout cas, elle doit être partagée, je trouve, et les Français n'ont pas à payer plein pot les conséquences de la crise. Donc moi, je trouve que c'est une idée intéressante à les regarder. Et puis, l'orateur n'explique pas en quoi c'est productif. Il dit que c'est contre-productif. Il a manifestement un petit conflit d'intérêts. Et voilà, on va dire que c'est humain, mais il n'explique pas en quoi c'est contre-productif de regarder et voir et où est-ce qu'on peut trouver limiter les marges. Aminata Niakhaté, on va continuer de parler du prix des carburants évidemment et des répercussions sur les Français de cette guerre au Moyen-Orient. On va parler aussi du 1er mai. On reste ensemble pour les grands entretiens d'Europe 1 Info. À tout de suite après. Et je reprends notre entretien sur les prix du carburant qui sont à la hausse évidemment et qui font souffrir les Français. Vous disiez, il faut aussi, c'est le moment, c'est l'occasion aussi pour sortir des hydrocarbures, penser à l'électrification du pays, ce que le gouvernement d'ailleurs a annoncé. Il a annoncé un plan pour aussi donc aider les Français à être moins dépendants de ces carburants. Mais ça, c'est peut-être effectivement encore une fois très valeureux, très vertueux, mais ça va prendre 5, 10 ans, 15 ans peut-être. Là, c'est maintenant, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, que les temps vont être difficiles pour les Français. Je suis d'accord avec vous, on s'y prend beaucoup trop tard. On aurait dû y penser depuis très 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 longtemps. Et ça fait très très longtemps que les écologistes abordaient ces solutions. Donc on est un peu mis devant le fait accompli. Donc le gouvernement va devoir se mettre au travail pour faire cette électrification massive, pour relocaliser sans doute un peu d'industrie sur ces enjeux-là d'électrification. Après, je sais que le gouvernement mise sur le nucléaire. J'allais vous dire, c'est un autre paradoxe d'Europe Écologie Les Verts, parce que sans le nucléaire, on ne pourra pas tout faire avec les renouvelables. En tout cas, on peut construire et penser une transition où la recherche investit sur le renouvelable, où on utilise en tout cas ce qui est disponible, on développe ce qui est disponible, on développe la recherche sur le renouvelable. Et voilà. Et puis le nucléaire a d'autres défauts. Il est censé sauver le climat, mais le temps de sortie d'un EPR, d'une centrale nucléaire, est extrêmement long, extrêmement coûteux aussi. Et ça va arriver trop tard. C'est Jean Covici qui le dit parfaitement, pour sauver le climat. Il y a aussi cet enjeu-là et auquel ne répond pas le nucléaire et auquel répond en tout cas le renouvelable. Donc il faut penser une autre stratégie, une transition, donc c'est-à-dire pas du jour au lendemain, mais une transition de sortie à long terme du nucléaire en investissant, en faisant de la recherche sur une énergie qui est disponible gratuitement, de manière renouvelable, sans détruire le climat, sans détruire la planète, sans créer des déchets qu'on va enterrer à Bure ou je ne sais où. C'est ce que défendent les écologistes. On se projette à quelle année ? On se projette forcément à très longtemps et à trop longtemps, puisqu'on n'a pas fait ce qu'il fallait maintenant. Mais est-ce que vous croyez que le plan d'électrification engagé par le gouvernement quand même va dans le bon sens ? Est-ce que vous y êtes favorable ? On y est favorable. On pense qu'il va dans le bon sens, qu'il faut électrifier les usages et que la proposition de ne plus mettre de chaudière à gaz dans les nouvelles constructions va aussi dans le bon sens et qu'il faut et qu'il y a un manque, c'est comment réduire les consommations d'énergie, donc isoler massivement le bâti, les entreprises, le logement, c'est la facture d'électricité dans les logements mal isolés qui coûte vraiment très très cher aux Françaises et aux Français, et donc il faut que l'État, les collectivités aussi investissent massivement dans la rénovation énergétique du bâti. La polémique sur le 1er mai, le gouvernement recevra demain les boulangers et boulangers-pâtissiers de France pour trouver une solution, je cite, négociée, sécurisée et sécurisante même, et pragmatique donc pour ce 1er mai 2026. Écoutez le chef du gouvernement,
Sébastien Lecornu, c'était hier au Sénat. Soit tout le monde veut rester sur un périmètre très large de ces exceptions pour le 1er mai, et nous n'échapperons pas, et je le revendique, à des discussions par branche qui devront ensuite être transposées dans la loi, et auquel cas c'est nécessairement pour 2027, soit nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux qui, je crois, est notre engagement et notre volonté, je crois le pouvoir dire, sur l'ensemble de ces bancs ici, avec bon sens, de resécuriser juridiquement la convention collective qui existait jadis pour les boulangeries, et auquel cas nous les recevrons demain, président Marseille, et nous allons trouver une solution négociée, sécurisante et pragmatique. On va trouver une solution. C'est une bonne leçon pour la Chambre haute et pour le gouvernement d'être capable justement de tirer sur le fil de la sagesse dans un bicamérisme qui est parfois un peu compliqué en ce moment. Aminata Niakhaté, est-ce qu'il faut trouver une solution pour ce 1er mai ou est-ce qu'il ne faut absolument pas revenir sur ce 1er mai férié, chômé, payé ? Alors tout d'abord, je voudrais dire ma solidarité avec les artisans boulangers qui subissent aussi très fortement la hausse du carburant parce qu'ils font tourner des fours toute la journée, etc. Et donc ça a un impact considérable sur leur activité économique, sur leur rentabilité économique. Donc ça, c'est quelque chose auquel, en tout cas, je suis sensible. Après, je ne sais pas si supprimer le 1er mai, enfin rendre travailler ce 1er mai, c'est la meilleure façon de les aider. Ça fait un peu mesure rustine, je trouve, pour aider les artisans boulangers, donc qui, j'en l'entends demander en tout cas ce jour férié. C'est sur la base du volontariat, c'est eux qui peuvent rester fermés s'ils le souhaitent. Je crois qu'ils ont cette autorisation, en tout cas, mais sans mobiliser les salariés. Et ils risquent des amendes qui sont importantes. Qui sont très importantes. Je crois que c'est 750 € par salarié, exactement. Donc c'est hyper lourd. Et après, moi, je pense que la solution, elle se fait par le dialogue social, en tout cas. Et je pense que la méthode était pas la bonne. À 2 semaines du 1er mai, de dire on supprime un jour qui est historiquement férié et chômé, auquel les Françaises et les Français, y compris les salariés des boulangeries, sont très attachés. C'est aussi un jour de mobilisation, de manifestation. On est dans la rue pour réclamer des droits pour les travailleurs. Donc c'est un jour particulier, la fête du travail. Et je pense que ça ne s'annule pas comme ça en un claquement de doigts à 2-3 semaines de Donc en fait, vous critiquez davantage la méthode que le fond. En tout cas, les écologistes, ils sont très attachés à ce jour férié. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça que je trouve nous y sommes attachés. Votre discours plus nuancé. Après, voilà, il n'y a plus de nuances dans ce pays. Mais moi, personnellement, je suis très attachée à ce que ce jour reste férié et chômé. Je pense que l'immense majorité des Français salariés y sont attachés. Et s'il devait y avoir des bougées, ça ne peut se passer que par un dialogue social avec, où on ne braque pas toute la CGT, tous les syndicats, on ne se met pas tous les syndicats à dos, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et c'était couru d'avance qu'on allait dans le mur. Est-ce que quand même il ne faut pas un peu plus dans ce pays de flexibilité sur ces jours fériés, sur ce travail, sur la base du volontariat ? Est-ce qu'il ne faut pas avancer ? Est-ce que vous croyez qu'il faut quand même juste sanctuariser ces jours-là ? Est-ce que c'était vraiment de la flexibilité de dire le 1er mai maintenant il sera travaillé et voilà, alors qu'il était chômé et payé. Donc je ne sais pas si c'est de la flexibilité. De la flexibilité, pour qui ? Et la flexibilité, ça se construit par le dialogue social, si jamais elle devait être nécessaire. Et pour l'instant, les conditions ne sont clairement pas réunies. Voilà. Et si demain il y a une solution qui est trouvée entre le gouvernement et les boulangers pâtissiers pour ce 1er mai 2026 et les syndicats de salariés. Et les syndicats de salariés. C'est ça qui manquait à l'équation. Franchement, si les syndicats de salariés qui sont à l'écoute des enjeux, des problématiques, des aspirations des salariés, des branches, disent aujourd'hui, maintenant, ce qu'on défend, c'est ça, dont acte. Moi, ce que je respecte, en tout cas, c'est le dialogue social. Voilà. Et là, ça a manqué, il n'était pas là. Et donc, c'est un dialogue paritaire avec les entrepreneurs et les salariés et les représentants de ces deux branches, les représentants des patrons et les représentants des salariés. Et on ne peut pas faire ça sans une des parties prenantes. On en vient à la présidentielle.
Il y a eu un appel de la part de la France Insoumise pour un candidat commun à la présidentielle, bien sûr, un appel lancé aux écologistes et aux communistes. Écoutez la réponse de Fabien Roussel, le chef du PCF, qui a écarté toute alliance avec LFI lors des prochaines élections. Il était sur LCI. Si c'est pour se parler de tractation sur des candidats communs ou tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je n'y crois pas. Donc en fait, vous dites non à Manuel Bompard et vous dites, je dis à Manuel Bompard que ces candidats aux élections législatives, ces députés ont fait le choix de se présenter contre nous à chaque fois et que les revers électoraux qu'ont subi la gauche aux élections municipales, c'est à cause d'eux. Et que ça laisse des traces. Ça veut dire, c'est quand vous dites ça laisse des traces, ça veut dire qu'il y a quand même une rupture. Oui, il y a une rupture. Claire, avec la France Insoumise. Oui, il y a une rupture. Alors, il y a une rupture chez les communistes avec la France Insoumise. Qu'en est-il du côté d'Europe Écologie Les Verts, Aminata Tania-Katé? Europe Écologie Les Verts, même si la France Insoumise ne se comporte pas toujours bien avec, donc vous le reconnaissez avec ses partenaires. Non, les municipales ont été difficiles. Ils ont maintenu des candidatures contre des mairies de gauche. Ils ont fait perdre aussi des mairies, ne serait-ce que à commencer par Villeneuve-Saint-Georges il y a 1 an ou 2. Donc ils ne se comportent pas toujours bien. Et c'est vrai qu'on a du mal à acheter le message d'appel à l'union avec une exclusive qui contredit finalement l'esprit de ce message. Après, les écologistes ont donc vous appelez à rompre comme Fabien Roussel? Non, on appelle plutôt à dépasser ça. Donc vous allez pardonner en fait? C'est pas pardonner, on n'oublie pas. Du pragmatisme électoral? C'est pas du pragmatisme électoral, c'est d'être à l'écoute des Françaises et des Français, du peuple de gauche qui demandent, et ils ont raison, une candidature unique pour la présidentielle pour ne pas être tous disqualifiés. Mais cette candidature unique, ce sera qui? Jean-Luc Mélenchon? Ce sera à la primaire et aux personnes qui se rendront à la primaire d'en décider. Et c'est le seul moyen. Et finalement, la France Insoumise, qui n'a pas arrêté de critiquer notre méthode, finalement propose une primaire, mais sans les socialistes. Donc voilà, il y a un petit manque de cohérence par rapport à leur proposition. Nous, on pense qu'il ne faut pas d'exclusive et qu'elle doit être ouverte à tous et à tous. Donc on n'est pas tout à fait aligné avec Fabien Roussel qui a un peu de rancœur visiblement vis-à-vis mais vous venez nous dire que vous aussi vous n'oubliez pas ce qui s'est passé. Non, je suis lucide. Et mais pourtant vous dites d'accord, on peut faire une primaire tous ensemble, on peut se rassembler. Il faut être capable de maturité oui, mais ça veut dire que si c'est pas Marine Tondelier, vous êtes prête à voter pour Jean-Luc Mélenchon? On l'a déjà fait, c'est-à-dire Yannick Jadot était notre candidat à la présidentielle et puis finalement il a retiré sa candidature pour soutenir celle de Benoît Hamon. Ça, on l'a déjà fait parce que il y avait une autre candidature de gauche et personne n'a été qualifié au second tour. Et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon votera pour Marine Tondelier si c'est elle qui gagne? En tout cas, s'il s'engage sincèrement dans la primaire, je l'espère en tout cas. Si c'est le cas, parce qu'on n'en est pas là encore. Aminata Tania-Katé, vous êtes porte-parole des écologistes. Merci d'avoir été avec nous au micro de